Salut à tous les amis, très heureux de se retrouver sur Roue Libre ensemble, la quotidienne à 19h comme tous les soirs après les étapes, ce Tour de France absolument incroyable, démentiel. On a encore franchement une belle étape ce soir et on va le débriefer ça avec Polo et avec Robin. Comment ça va les gars, la forme? Ça va Vas-y très Robin, très bien. je te sens un T'as peu vu? nerveux, Robin. Je te Ouais, laisse c'est parce que j'ai un œil sur le compteur de personnes qui nous regardent. t'enlever tout ce stress. Non, j'attendais que tu nous dises en premier comment ça allait parce que Polo a gagné pas mal d'argent aujourd'hui, mais moi ça va très très bien. Bah écoute, Et moi ça va très un bien. Polo riche est un Polo heureux. Ouais, moi ça va très bien parce que j'ai absolument tout vu à ce qui allait se passer aujourd'hui, tout vu à ce qui allait se passer même depuis quelques jours parce que j'avais dit à Robin, tu vas voir, Vingegaard en garde sous le capot et il va nous allumer ça sur la dernière étape, la montée à Otakam. En vrai, bah voilà, ça faisait partie du scénario que je n'espérais peut-être pas forcément, mais du scénario qui me semblait le plus Le plausible plausible, bah oui. de voir cette équipe jumbo ultra dominatrice et Vingegaard mettre Pogacar KO sur cette étape, d'enfoncer encore plus le clou. Écoute, voilà, c'est tant mieux pour moi parce que j'avais parlé sur ce scénario de course et je me suis fait un peu d'argent aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Et pour le coup, au-delà de ça, au-delà du résultat final, on a quand même vu un immense spectacle. Donc ça, pour le coup, c'est très cool. Ouais, effectivement, du début jusqu'à la fin, encore une fois, aujourd'hui, ça s'est pas arrêté, En plus, fallait en rien plus rater. Joseph, attaque de Geraint Thomas et grosse montée de Sepp Kuss, donc Et, on est tous les deux et, un peu dans la et, sauce. et on va évidemment en parler. Et on est dans la sauce, mais on adore être dans la sauce. Assumer ce qu'on dit, c'est aussi ça, roue libre, d'avoir des avis forts et derrière, de prendre la réalité en pleine gueule. Mais c'est comme ça, on l'assume et on aime beaucoup quand il y a du mouvement et des trucs auxquels on ne s'attend pas. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous regardent pour la première fois et merci à tous ceux, bien évidemment, qui nous regardent habituellement. Cette émission, du coup, va se dérouler en plusieurs parties aujourd'hui et pas des moindres. On va démarrer, bien évidemment, par le débrief de l'étape du jour avec la victoire de Jonas Vingegaard devant Tadej Pogacar, un David Gaudu qui finit 5e, Geraint Thomas qui valide encore plus son podium. Mais attention, il y a un contre-la-montre qui il peut se passer des choses. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur le Tour de France et particulièrement sur ce Tour de France. Donc, on va en parler. La Discord Fantasy, sur notre Discord, il y a des salons de discussion absolument incroyables sur ce Tour de France. Et il y a aussi une Fantasy. Il n'y a pas de changement aujourd'hui, mais il peut y en avoir sur la suite. On fera un petit point. L'étape de demain, c'est pas encore le contre-la-montre. C'est une étape de plat réservée potentiellement aux sprinteurs. Quel sprinter? Robin et Polo, vous me direz ça. La rétro aujourd'hui, Robin, elle est sur qui? Aujourd'hui, elle est sur une équipe carrément. Elle est sur l'équipe Sony Duval qui avait roulé sur Otakam en 2008 parce que voilà, quand tu veux parler d'Otakam dans le Tour de France, il n'y a pas 1000 possibilités. Souvent, c'est un petit peu frelaté. Donc, il fallait en choisir une et ce sera celle de Sony Duval en 2008. Alors, je suis pas en noir et blanc, mon Tony the Cyclist, Non, c'est beaucoup mieux là. Ouais, c'est je mieux. sais pas, je dois faire balance des blancs assez souvent. En ce moment, je suis gris, je passe en mode rétro de Robin à quelques moments, faudra pas m'en vouloir. Et ben, je suis bien pressé d'entendre parler de cette rétro, Robin. On aura un quiz, bien évidemment. Et un quiz en attendant quoi, les amis? En attendant Bernard Hinault. Bernard Hinault qui sera avec nous tout à l'heure. Il est en Bretagne actuellement. Il est chez lui, tranquille. Et il a regardé le Tour de France aujourd'hui. Et il va débriefer avec nous. Et on va parler de l'histoire du Tour de France. Robin, on s'est dit qu'on allait l'interviewer. On allait faire ça en plusieurs parties, en gros. Ouais, on va lui parler de sa personnalité, de son caractère fort qui fait un peu la marque de Bernard Hinault. On va lui parler de ses rivaux, des rivaux qu'il a pu avoir à l'extérieur, les Job Zoetemelk qui étaient tout le temps un adversaire de Bernard Hinault, mais aussi ceux qu'il a pu avoir dans ses propres équipes, Laurent Fignon et Greg LeMond en tête. Et puis on va parler des villes, des étapes qui ont pu marquer la carrière de Bernard Hinault sur le Tour de France. On vous dit pas tout encore, mais franchement ça va être très intéressant. En plus, Bernard Hinault est assez fort pour raconter ce qu'il a vécu, sa carrière et ses grands moments sur le Tour de France. Donc, ce sera forcément rempli d'anecdotes. Même si vous ne connaissez pas bien l'histoire du Tour de France et de Bernard Hinault, vous allez vous régaler. Et on peut se faire gronder aussi. À tout moment, on se fait gronder par Bernard Hinault et ça peut me régaler. On lui pose la mauvaise question. Non, mais franchement, c'est cool parce qu'en plus, il a coécrit 2 BD qui sont là, dont on va parler. Hinault, voilà. Hinault sur le toit du monde et Hinault Objectif Maillot Jaune, qui sont des belles BD potentiellement si vous voulez les lire. On en parlera avec lui aussi, savoir pourquoi il les écrit et ce que ces BD, ces bandes dessinées racontent. Il les a écrits avec Jeff Legrand.
Fabien Rontex. Voilà, c'est chez Olivier aux éditions, au Mareuil Édition, et on en parlera de ces BD-là aussi. Voilà pour Bernard Hinault, donc rendez-vous vers 20h15. Avant, on va prendre notre temps, les amis, se poser et débriefer l'étape du jour, Polo, avec du coup ce classement d'étape finale qu'on peut afficher. Jonas Vingegaard qui l'emporte. Et bien, ça y est, Jonas Vingegaard a gagné sa deuxième étape sur ce Tour de France. Ça fait 3-2 pour Tadej Pogacar, mais Jonas Vingegaard surtout met 1 minute à Tadej Pogacar. Voilà, la grande différence entre ces deux-là, c'est que quand Pogacar gagne, il gagne tout juste devant Jonas Vingegaard, mais par contre, quand Jonas Vingegaard gagne, lui, il gagne avec des énormes différences, et ce qui fait qu'aujourd'hui, au classement général, bien, par rapport à Tadej Pogacar, il a 3,26 d'avance. Est-ce que ça va suffire avant le contre-la-montre? Sûrement, mais Oui. tu casses le suspense. On va voir. On va voir. En tout cas, voilà pour l'étape du jour avec Jonas Vingegaard. Parlons de ça pour démarrer, les gars. Jonas Vingegaard a-t-il gagné le Tour de France, les amis? Oui. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Il l'avait déjà gagné avant l'étape, si de mon point de vue, ça restait avec cet écart-là. Voilà, le risque qu'il y avait aujourd'hui pour Tadej Pogacar, qui n'a rien à se reprocher, lui et le Slovène. Le risque pour Tadej Pogacar aujourd'hui, c'était de voir justement Jonas Vingegaard mettre les petits plats dans les grands et mettre un coup de massue terrible sur ce Tour de France. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ça lui convenait mieux que les premières arrivées dans les Pyrénées, ça lui convenait mieux que Mende. Il ne s'est jamais inquiété. Finalement, la com autour de sa facilité à tenir la roue de Tadej Pogacar, c'était pas de la com, c'était un fait. Vingegaard est facile sur ce tour. Son équipe est monstrueuse. Sepkus fait un travail extraordinaire. Wout van Aert, je n'en parle même pas. Il n'a pas pu compter sur Tige Benoot. Est parti dans l'échappée et s'est très vite retrouvé de l'autre côté, dans l'upside down, pour utiliser une référence très d'actualité. Mais voilà, de manière plus globale, son équipe a été fantastique et Vingegaard a su parachever le travail de manière phénoménale. Il n'y avait rien à faire face à Jonas Vingegaard sur ces 3 semaines. Il n'y avait rien à faire face à cette équipe Jumbo. Bravo à elle. Et bravo aussi à Tadej Pogacar qui a tout tenté depuis cette défaillance au Gradon, qui nous a rendu ce Tour de France fabuleux. Et ne pas oublier aussi Jonas Vingegaard qui a lui aussi eu le courage dès le début du Tour, sur cette même étape, de renverser le Tour de France et de tenter lui avec son équipe en disant le matin même qu'il voulait venir ici pour gagner le Tour et que ça ne l'intéressait pas de faire une deuxième place, qui a réussi lui aussi à renverser, grâce à un coup de panache incroyable, à renverser ce Tour de France. Ces deux-là nous ont donné une bataille qui va rester très longtemps dans les mémoires de ce Tour de France. Romy. Ouais, clairement, on a eu le spectacle qu'on espérait. Alors, on pouvait, en étant un peu extrême, se dire allez, on va avoir un nouveau retournement de situation à Hautacam et avoir le Tour de France qui se joue sur le dernier contre-la-montre. Mais finalement, c'était quand même pas la tendance depuis quelques jours, on le voyait bien. Pogacar, finalement, avant aujourd'hui, il aura eu une seule défaillance. Et c'est ce qui lui aura coûté sans doute ce Tour de France, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il paye aussi la quantité d'efforts démesuré qu'il fait depuis sa défaillance au col du Granon. C'était la 11e étape, aujourd'hui c'était la 18e, et depuis, il a tout simplement tout donné de l'étape de l'Alpe d'Huez jusqu'à aujourd'hui. Si on avait dû compter ses attaques, honnêtement, je ne l'ai pas fait, mais rien qu'aujourd'hui, il y en a 5 ou 6. Donc si tu devais les compter depuis l'Alpe d'Huez, je pense qu'il y en a facilement une vingtaine, peut-être même une trentaine. Donc il a fait tout ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, il a été jusqu'à faire la descente à Jonas Vingegaard. C'était honnêtement à 2 doigts de fonctionner. Parce que Vingegaard, il a failli se mettre dans le talus. Et finalement, c'est Pogacar qui y va derrière en sortant un peu trop large sur les graviers. Mais on a bien vu la chute de Pogacar, elle n'est pas dramatique. Il s'érafle un peu, il perd la confiance et sûrement un peu un coup derrière la tête. Mais c'était pas une chute qui lui faisait perdre le Tour. Par contre, Vingegaard, la chute qu'il a évitée, ça aurait pu être une très grave chute. Enfin, en tout cas, une chute qui te fait abandonner le Tour. Donc, il était pas loin. Mais voilà, aujourd'hui, Vingegaard a montré que
avoir la plus grosse équipe sur le Tour de France, ça faisait la différence parce que il a fait la différence grâce à son équipe sur l'étape du Granon et il a fait la différence sur les étapes qu'on suivit grâce à son équipe. À part hier, Il y a Vingegaard. Orselli, Robin qui te dit Robin, tu renies tout ce que tu as dit hier. Bah sur quoi Orselli? Sur le fait que pour toi, si Vingegaard n'attaquait pas, c'était parce qu'il se sentait pas si bien que ça. Je Ah oui, pense. oui. Oui, bah ça, enfin, c'est ce que je pensais hier. Après, aujourd'hui, il est quand même, il est plus fort que Pogacar dans la dernière montée, ça c'est sûr et certain. Je note quand même que Pogacar, il avait attaqué 6 fois avant la dernière montée et il s'est pris une chute. Donc ça a pu jouer quand même sur ce final. Et après, moi, j'avais pas dit que je pensais que Vingegaard n'avait aucune chance de lâcher Pogacar. Je pensais qu'ils étaient très 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 proches, en fait, qu'ils étaient quasiment équivalents sur le niveau en montagne et que de ce fait-là, ça devenait très risqué d'attendre et de tout miser sur une dernière étape pour creuser l'écart. Il se trouve que ça a parfaitement fonctionné pour Jonas Vingegaard, il a eu raison de le faire après coup, mais moi je trouvais ça trop risqué parce que si aujourd'hui Jonas Vingegaard est dans un moins bon jour, et bah, tout simplement il aurait été potentiellement battu. Et pareil, si Jonas Vingegaard avait déjà eu 4 minutes d'avance avant l'étape d'aujourd'hui, il aurait peut-être pu s'éviter de suivre coûte que coûte Tadej Pogacar dans la descente et donc s'éviter la frayeur qu'il a eue. Elle est sans conséquence, il n'est pas tombé. Mais imagine qu'il tombe. Pourquoi il suit Tadej Pogacar? Parce qu'il est à 2 minutes 20 au classement général. S'il a 4 minutes d'avance, il peut se permettre de ne pas prendre trop de risques dans la descente. Donc voilà, c'était risqué, je trouvais, comme stratégie. S'il savait qu'il était plus fort depuis une semaine, de ne pas avoir attaqué avant. Et le truc qu'on peut noter, Paul, donc Vingegaard a été mis sous pression par Pogacar, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il a un peu chassé de la roue à un moment, mais globalement, il a quand même bien répondu mentalement parlant aussi dans cette descente où c'était hyper risqué. Bah oui, ce qu'on a appris sur Vingegaard, en plus d'autres choses, c'est que c'est un excellent défenseur, peut-être. Je sais pas, je l'ai jamais vu. Je l'ai Ah, jamais recruté vu. au PSG, celui-là, Polo, Je l'ai on en a jamais vu besoin en ce aligné. moment. Je l'ai jamais vu aligné dans un 3-5-2, dans un 3-5-2 à piston. Mais c'est surtout un excellent descendeur, Jonas Vingegaard. Il l'a prouvé. Il s'est fait des frayeurs aussi, mais dans une descente compliquée où on a vu notamment Pogacar partir à la faute. Jonas Vingegaard, de manière plus globale, a parfaitement géré ce Tour de France. Comme le dit Robin, il n'y avait peut-être pas énormément de différence en montagne entre les deux. Mais ce petit jeu-là, il y en avait un qui était obligé d'attaquer, de prendre des risques, d'attaquer de loin, de lâcher beaucoup d'afflux physiques et psychologiques bien avant que Vingegaard ait lui à le faire. Il était en gestion parfaite. On pouvait s'en inquiéter. Je comprends largement que Robin puisse poser des questions, mais il y avait quand même sous-jacent une espèce de facilité déconcertante avec laquelle son équipe maîtrisait les éléments et même Jonas Vingegaard lui-même maîtrisait les éléments, c'est-à-dire rester dans la roue, que ce soit en montée, en descente, sur le plat, au départ, à l'arrivée, rester dans la roue de Tadej Pogacar. Il ne l'a jamais lâché. À un moment, ça a un peu fait l'élastique dans une accélération de Pogacar dans ce pandel. Mais au-delà de ça, il n'a jamais été pris à revers, ne serait-ce qu'une demi-seconde, depuis qu'il a pris le maillot jaune, Jonas Vingegaard. Donc bravo à lui pour ça. On parlait de coureurs qui n'ont pas eu de coup de moins bien pendant ce Tour de France. Jonas Vingegaard n'en a pas eu un seul, et pas à un moment il a été piégé, mis en difficulté ou quoi que ce soit. On peut peut-être parler de l'étape des pavés. Sur les pavés, quand même. Sur les pavés, on peut parler des pavés, mais il n'avait pas encore le maillot et il n'avait pas encore cette étiquette d'ultra favori du Tour de France, puisqu'il n'était même pas l'ultra favori dans sa propre équipe à ce moment-là. Mais à part ça, il n'y a rien. Il a fait un Tour de France parfait, Jonas Vingegaard. Et bon, vas-y, Robin. Ce que je voulais ajouter juste, Joseph, c'est que Vas-y. on se rappelle tous de l'étape du Granon. Ce jour-là, Tadej Pogacar avait été défait par Jonas Vingegaard qui avait pris des risques. Ce jour-là, Vingegaard a pris des gros risques parce que le nombre d'attaques qu'il met, lui et Roglic, il prend le risque de se retrouver esselé dans la dernière montée. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, et Jumbo-Visma ce jour-là avait eu un petit coup de stress en se disant on a fait tout ça toute la journée pour finalement se retrouver en infériorité numérique dans le col du Granon. Donc Vingegaard avait pris des risques et il fallait pas que ça flanche à la fin au niveau des jambes. Tadej Pogacar a fait la même chose mais pendant une semaine.
Et sauf qu'il n'a pas eu la réussite d'avoir un Jonas Vingegaard qui fait une erreur. Et Polo a raison, il n'a pas fait d'erreur, Jonas Vingegaard. Il n'a pas eu la chance, la réussite d'avoir un Jonas Vingegaard qui oublie de manger, oublie de s'hydrater et fait une fringale. C'est toujours pas très très clair ce qui est arrivé à Tadej Pogačar ce jour-là au Granon. Est-ce que c'est une fringale, un manque d'hydratation? Peut-être qu'il aurait pu avoir le même problème sans même être attaqué par les Jumbo-Visma, mais on le saura jamais. Mais en tout cas, je pense qu'à la fin, quand tu arrives à Peraguda Hautacam, au bout d'un moment, Tadej Pogačar paye les efforts qu'il fait depuis une semaine, et c'est logique. On aurait été surpris du contraire face à un Jonas Vingegaard qui a réussi à s'économiser, qui avait une équipe bien plus forte autour de lui et qui a eu un petit coup de stress aussi quand il perd Roglic et Kruijswijk, mais finalement, ça a été sans conséquence. Ouais, c'est exactement ça. On peut parler de la stratégie de la Jumbo, les gars, parce que c'est étonnant ce qui s'est passé sur la fin de l'étape quand même. On a vu un Van Aert qui, alors les Jumbo sont tout de suite partis dans les échappées, et après on a vu un Van Aert rouler et un Kuss lui rouler dessus. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Est-ce que vous aviez une explication à ça, Robin, si tu veux commencer? Non, c'était pas super clair. Je pense que je me dis la seule explication logique qui serait pas Van Aert a voulu rouler pour sa gueule et aller chercher l'étape. La seule autre explication que ça, ce serait Van Aert voulait rester le plus longtemps possible devant, se faire reprendre finalement le plus tard possible pour servir à Vingegaard au moment le plus utile possible. C'est-à-dire que si tu sers à Vingegaard au pied d'Hautacam, tu ne sers pas à grand-chose. Par contre, si tu es là à 4 km du sommet, tu es beaucoup plus utile. Donc c'est la seule explication que je vois. Moi, je ne pense pas que Wout Van Aert ait voulu rouler pour sa gueule parce que ça paraissait déjà complètement mort en fait. Dès le pied d'Hautacam sur les 3 premiers kilomètres, le trio de tête a perdu 1 minute et ils en avaient 2,30 d'avance. Donc en fait, ils en avaient plus que 2,30 à ce moment-là. Ça paraissait évident qu'ils allaient se faire reprendre et je ne peux pas croire que Wout Van Aert se soit dit à un moment bon, il y a Pogačar, Vingegaard derrière, mais non, c'est bon, j'ai 1 minute d'avance, je vais réussir à aller jusqu'au sommet, il reste 8 bornes. Non, je pense vraiment que Wout Van Aert était lucide là-dessus. Donc voilà, en tout cas, il n'a pas laissé place au doute une fois qu'il a été rejoint. Il a roulé à bloc pour Jonas Vingegaard. Mais je pense que ça a toujours été la stratégie. Je ne pense pas qu'il ait essayé de lui faire à l'envers. Après, s'il y avait eu 8 minutes d'avance, là, évidemment qu'il aurait joué l'étape. Mais là, je ne pense pas que c'était le cas. Polo. Moi, je suis complètement d'accord avec Robin à 100%. Ça me fait un peu penser à Dumbledore dans Harry Potter. Alors, je vous explique pourquoi rapidement. Dumbledore dans Harry Potter sait qu'au bout d'un moment, Harry Potter va devoir mourir pour permettre de tuer Voldemort. Alors là, je spoil et je fais un spoil monumental. Je m'excuse pour les gens qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, en fait, la Jumbo a envoyé Wout van Aert pour qu'il soit au bon endroit, au bon moment. Et c'est exactement ce qu'il a été. Et là, pour le coup, aujourd'hui, le dernier relais de Sepp Kuss qui donne tout jusqu'à récupérer Wout van Aert. Wout van Aert, de toute façon, tu le savais, Wout van Aert. Il va récupérer son leader. Il va pouvoir envoyer un relais de l'espace. Peut-être pas pour lâcher Pogačar, ça c'était dans le meilleur des scénarios, mais au moins pour durcir et pour empêcher toute velléité d'attaque de Tadej Pogačar. La question que je me pose, c'est que si Pogačar ne lâche pas la roue, Vingegaard l'emmène au sprint et Vingegaard perd, a beaucoup de chances de perdre. Et c'est plus en ça que moi ça m'a un peu surpris Je pense qu'ils étaient confiants de leur stratégie. Ouais, mais il fallait que Wout van Aert lâche Pogačar. Parce que après, sinon, ça aurait été Vingegaard. Vingegaard l'aurait lâché sur le. Tu penses que Vingegaard aurait attaqué? J'espère que Vingegaard aurait attaqué, ça aurait de la logique, mais ça aurait pu se retourner contre eux. En tout cas, oui, pour revenir à la ref Dumbledore, bah, c'est ça. Ils ont emmené, la Jumbo a emmené Wout van Aert exactement là où ils voulaient l'utiliser et après le jeter, même s'il va chercher un beau podium. Ils ne l'ont pas du tout utilisé pour aller chercher une victoire d'étape ou pour aller chercher un éventuel maillot à poids. Ils l'ont utilisé comme relais pour permettre à Jonas Vingegaard d'aller chercher l'étape. Le fait d'utiliser victoire de Gryffondor avec un train aussi fort, et puis c'était pareil avec Sepp Kuss juste avant, c'était aussi un moyen de s'éviter les attaques de Pogačar. Dans un sens, je veux dire que si tu as confiance en ton leader, tu as intérêt à faire ce qu'ils ont fait, puisque tu sais qu'à la fin, que ce soit Van Aert qui lâche Pogačar ou ensuite Vingegaard sur une attaque, tu te dis j'ai confiance dans mon leader, il va gagner. Et si tu n'as pas confiance en ton leader, si tu as un petit doute, si tu as peur des attaques de Pogačar, tu as intérêt à faire exactement la même chose. Mettre un énorme rythme que Vingegaard peut suivre, donc le rythme, on va dire, maximum que peut suivre Vingegaard, et empêcher par cette stratégie d'avoir à défendre sur Pogačar, d'avoir à réagir à des attaques, puisque le rythme sera tellement élevé que Pogačar ne pourra pas attaquer. Donc en fait, je pense que dans les deux situations, ils avaient intérêt à la jouer comme ça.
Et finalement, évidemment, comme dit Polo, ça leur a facilité la vie que Tadej Pogacar soit lâché sur le relais de Wout van Aert, puisqu'ensuite ça t'ouvre la voie, c'est un boulevard, donc forcément c'est plus simple à lire et tu prends aucun risque quand tu accélères. Ouais, continuer à filer la métaphore entre Harry Potter et le Tour de France, ça me régale. Bon, par contre, les gars, je suis obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité et que si on doit continuer à filer la métaphore, effectivement, Van Aert finit 3e de cette étape et passé à 2 doigts d'aller chercher le classement du maillot à poids. Du coup, alors à 2 doigts, oui et non, parce que vous le dites tous les deux qu'il y avait quand même peu de chances que Van Aert gagne cette étape-là. Et il me tue dans le chat. Et ouais, que c'est Neville Londubat. Crossback, c'est Edwige. C'est ouais, parce qu'il sait quand il se casse l'aile. Et Polo, du coup, et si on continue à filer la métaphore, du coup, Van Aert là-dedans, bah, aujourd'hui, c'est un peu Voldemort. Hein, c'est un peu, on en parle pas. On a bien vu que bon, aujourd'hui, c'était pas. C'est un peu gênant d'en parler, mais nous, on est sur roue libre et on ne traite pas que des sujets qu'on n'aime pas. Et même si bah, on va vous dire ce qu'on en pense, tout simplement. En tout cas, Polo et Robin vont vous dire ce qu'ils en pensent. C'est un truc qui est Elle pas est prévu, chaude la pas prévu patate, d'en parler. Il est là, elle est il chaude vient. la Alors, patate. du coup, on va en parler. Elle est On en chaude la parle. patate. Non, mais si, on peut en parler. De toute manière, on n'a pas, on a juste à dire ce qu'on en pense. Moi, enfin, si tu veux, moi, je dis ce que j'en pense hein, de toutes ces comparaisons d'un Van Aert qui justement, c'est tout de suite les watts par kilo, où c'est des calculs hyper techniques. On se demande comment un mec comme ça qui fait 79 kilos peut battre en montagne. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que Van Aert, il a pris 20 minutes de retard avant cette étape-là, que même s'il fait des étapes incroyables, que s'il en fait une tous les 3 jours, il est incroyable sur toutes les étapes. Et je pense qu'il est tout à fait capable, quand on sait ce qu'il fait en cyclocross, que c'est vraiment la légende de la cyclocross, du cyclocross depuis qu'il est arrivé et depuis toujours, que c'est absolument incroyable, mais que voilà, on se plaint un peu de la jumbo quand ça nous arrange et que au Granon, on n'en entendait pas trop parler, mais que quand on voit aujourd'hui ce qu'ils font, et ben on entend un peu plus parler. Donc moi, voilà, je suis un peu gêné de ce truc de cette déception ou de ces plaintes à double vitesse un peu, que quand les Cetton, c'est Wout van Aert qui les utilise, bah, tout le monde en parle, et que quand c'est Julien Alaphilippe, bah, personne n'en parle. Tu vois, ça m'emmerde un peu, ça. Après, je sais pas quel est votre avis là-dessus. Moi, ce qui m'embête, c'est de devoir avoir un avis tranché là-dessus. Moi, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je regarde le Tour de France, j'ai vu la même étape que nous tous, que toi, Paul, que toi, Joseph, que sûrement tous ceux qui nous regardent dans le chat. On a vu la même chose. Est-ce que j'ai des infos en plus? Non, j'en ai pas. Évidemment que tu te dis, Wout van Aert, il est extrêmement fort aujourd'hui et qu'il est extrêmement fort sur l'intégralité du Tour de France. Ça, il n'y a pas de doute, hein. Mais j'ai pas attendu non plus ce Tour de France pour le savoir. Il y a 1 an, il avait gagné une étape en échappée qui passait 2 fois par le Ventoux. Cette année, il fait 3e à Hautacam. Ce sera dans son petit carnet de performances qu'on n'attendait pas, de performances incroyables. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise à part que Non, oui, bah, Wout van Aert est un phénomène. t'as le Après, droit de est-ce dire ça, hein. que c'est un tricheur? Bah, j'en sais rien. Après, moi, ce que je me dis aussi, c'est que Wout van Aert, il gagne pas non plus toutes les courses de l'année, qu'en début de Tour de France, il fait 3 fois 2e consécutivement, donc il n'est pas non plus en balade, qu'il a toujours pas gagné Paris-Roubaix ni le Tour des Flandres. Donc voilà, je me dis que c'est évidemment un phénomène. Il y en a d'autres dans le peloton. Je pense que Tadej Pogacar est aussi un phénomène. Le Tour de France de Jonas Vingegaard est aussi phénoménal. Julien Alaphilippe en 2019-2020, c'est un phénomène. Mathieu Van Der Poel, c'est un phénomène. On a une génération, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce qu'ils n'ont pas tous exactement le même âge. Il y a quand même 4 ans d'écart entre Pogacar et Van Aert, mais on a une petite brochette de coureurs qui sont phénoménaux, qui arrivent à être présents du début à la fin de la saison. Tadej Pogacar, cette année, il gagne l'Estrade Bianche, il joue la gagne sur le Tour des Flandres, il joue la gagne sur le Tour de France, et il jouera peut-être la gagne sur le Tour d'Espagne. Voilà, je n'en serais pas surpris, parce que ça fait quelques saisons qu'on voit ces gars-là jouer la victoire du début à la fin, de leur première à leur dernière course de l'année. Donc voilà, c'est un phénomène, oui. Alors après, est-ce qu'on veut le mettre dans la case c'est un énorme coureur qui va rentrer dans l'histoire parce que c'est un des plus forts qu'on ait jamais vu, ou est-ce qu'on veut le mettre dans la case tricheur? Moi, j'arrive pas à être tranché, et puis surtout, je peux pas être tranché sans avoir de preuves pour le mettre dans la case tricheur. On avait Et- traité Vas-y, Polo, vas-y, excuse-moi. Ouais, excuse-moi, Joseph. Bah Les non, éléments mais qu'on a, c'est quoi? C'est que, et encore une fois, j'écoutais
J'écoutais, et ça c'est aussi un truc qu'on n'a pas dit pour aller un peu plus dans ton sens, Joseph. Il faut arrêter, sur les réseaux sociaux notamment, d'alpaguer les journalistes, les gens qui parlent un peu de vélo, qui ont un peu une petite communauté vélo qui les suivent ou qui les regardent, en leur disant Wout van Aert est dopé, il faut que vous en parliez. Vous mettez des œillères, vous en parlez jamais. Déjà, c'est pas vrai. On a fait 1 heure et demie, il y a 1 an et demi, 2 ans. Je mets le lien d'ailleurs, Polo, parce On que a tu as fait tout à une fait heure et raison d'en demie. parler. C'était il On y a a pile fait, d'un an, hein. ouais, Et c'est il y a- important parce que c'est quand Pogacar était dans la situation de gagner le Tour de France et ça énervait tout le monde. Donc tout le monde commençait à parler du MPCC, etc. On a fait et ce débat, je, il est dans le chat. je regarde pas France Télé et je sais que pour le coup, je j'ai pas de billes là-dessus. Je sais que Eurosport ne s'en cache pas. Je les ai encore regardés tout à l'heure. Ils prennent des messages qui en parlent. Dans les Rois de la pédale, Di Grazia a clairement dit moi, je sais qu'il y a encore un cyclisme à 2 vitesses, à cause notamment de la présence du MPCC. Et voilà, les faits qu'on a à l'heure actuelle, c'est exactement cela. Il y a un cyclisme à 2 vitesses parce que il y a des équipes qui sont dans le Après, MPCC, ne des pas coureurs qui être sont dans le MPCC, ça ne veut MPCC. pas dire que tu es dopé. Exactement. L'histoire Mais MPCC, pas MPCC, malheureusement, c'est pas aujourd'hui ce qui permet de décider qui respecte vraiment l'éthique ou pas. Tu bah, peux, ça aide quand même. Je suis désolé, mais ça montre des intentions, à partir mais du ça ne moment où donne tu, pas non plus. C'est pas, ce serait trop facile s'il suffisait d'être inscrit au MPCC pour être considéré propre. ouais, mais je suis d'accord. Mais quand même, mais quelle est la bonne raison pour une équipe de ne pas vouloir rejoindre le MPCC si ton équipe n'a rien à se reprocher? Mais tu peux aujourd'hui, si tu veux utiliser des cétones, tu ne rejoins pas le MPCC. Et aujourd'hui, utiliser des cétones, c'est un gros débat qu'il y a, mais qui n'est pas tranché scientifiquement. Et donc, si tu veux utiliser des cétones, tu es dans ton bon droit. Et évidemment, ça veut dire que tu ne seras pas au MPCC. D'accord, mais dans ce cas-là, on est quand même sur un cyclisme à 2 vitesses, avec des gens Oui, qui avec des veulent, gens qui qui utilisent des l'utilisent ou produits que pas. d'autres ne veulent pas Exactement. utiliser. C'est pour Donc, ça que sur les donc cétones et voilà. sur d'autres Et sujets, ça, il faut et, trancher, il faut avoir Mm. une Et on est législation juste d'accord. claire, effectivement, pour ceux mais qui ça ne nous veut pas dire écoutent, qu'il y a les des gars, tricheurs. pour ceux qui nous écoutent effectivement et qui ne savent pas ce que c'est le MPCC, c'est quelque chose qui a été lancé par les équipes elles-mêmes, qui est le mouvement pour un cyclisme crédible et qui en fait que les équipes qui font partie du MPCC, qui disent OK, on en fait partie, les équipes peuvent en faire partie, les coureurs peuvent en faire partie à titre individuel. Un coureur dont l'équipe ne fait pas partie du MPCC peut dire bah, moi, de manière individuelle, j'en fais partie, ça existe. Et en gros, ces équipes-là et ces coureurs-là disent bah, moi, je m'engage à n'utiliser absolument rien du tout. Tige Jamais. Benoît et Christophe Laporte, qui font partie de l'équipe Jumbo-Visma, sont inscrits au MPCC alors que l'équipe Jumbo-Visma n'y est pas. Mais ce qu'il faut dire sur le MPCC, un Quintana n'est pas au MPCC, par exemple, voilà, ce qu'il alors qu'il faut est chez dire, Arca. ce qu'il faut ajouter, c'est que le MPCC, à quoi ça sert? Ils ont en fait une politique, une charte plus contraignante que celle des instances mondiales antidopage, des instances nationales et de la Fédération internationale de vélo. Donc, par exemple, ils recommandent de ne pas utiliser les cétones. Avant, c'était les corticoïdes notamment. Il se trouve que sur les corticoïdes, ils ont obtenu gain de cause et moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais ils n'ont pas, à part sur certains cas très précis, notamment sur les corticoïdes, ils l'ont fait pendant un moment, mais ce n'est pas le MPCC qui contrôle. Donc, ils peuvent suggérer, recommander des pratiques ou suggérer de ne pas avoir recours à certaines pratiques, mais malheureusement, ils ne peuvent pas le contrôler. Et quand aujourd'hui, par exemple, ils disent qu'ils recommandent de ne pas utiliser les cétones, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent vérifier ensuite chez les équipes et les coureurs qui sont membres du MPCC. Donc voilà, ça peut être pris comme une bonne initiative d'aller au MPCC. C'est ce que fait le MPCC est évidemment positif pour le cyclisme, mais ne pas être au MPCC ne veut pas dire que tu es un tricheur, et être au MPCC ne veut pas dire que tu ne triches pas. Et Voilà. puis, je rajouterai un dernier truc, parce que à chaque fois qu'on parle de dopage, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément pour les cyclistes français, mais ça ne veut pas dire que on met des œillères sur les cyclistes français aussi. Et ça ne peut pas devenir une guerre franco-belge quand on pense qu'un coureur belge qu'on a des soupçons sur un coureur belge ou qu'un coureur belge est attrapé. Évidemment, la FDJ s'est fait choper, Gord Preidler s'est fait choper, Marc Madiot n'a pas toujours été tout blanc aussi sur les histoires de dopage. L'idée, quand il y a une histoire de dopage, c'est pas de dire mais vous aussi vous en avez, sinon on s'en sort pas. C'est pas du tout le bon réflexe à en avoir. Les premiers messages que j'ai lus par rapport aux gens qui chargeaient un peu Wout van Aert, déjà le charger sans preuve, avec une argumentation
proche de zéro, c'est dramatique. Tu as le droit d'avoir tes soupçons, tu as le droit de les exprimer. Mais toi qui n'es pas Mais d'accord surtout, avec lui, tu vas peux dire, exprimer tes soupçons. Tu peux exprimer tes soupçons quand tu es une personne, enfin quand tu es anonyme ou quand tu es une personne lambda sur les réseaux. Si tu as envie de dire un tel est dopé et de le crier super fort, tu peux. Mais un journaliste qui fait son travail sérieusement, il peut pas dire machin est dopé s'il n'a pas de preuves. On en a parlé il y a quelques semaines. On avait parlé notamment de l'enquête de Damien Rescio qui est paru dans l'Équipe en 2005 concernant Lance Armstrong. Le jour où il a dit Armstrong est dopé, c'est parce qu'il avait un tas de preuves à donner. Il se trouve qu'il avait raison, mais il ne l'a pas fait avant d'avoir des preuves, même s'il avait déjà la certitude au fond de lui que c'était le cas. non, mais c'est ça. Et puis pour finir sur ce que je voulais dire, quand. Excuse-moi, Polo. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Et c'est que les réactions que j'ai vues, c'était, mais de toute façon, vous les Français, dès qu'il y a un mec qui performe, vous le trouvez dopé. Et de toute façon, j'ai eu un fille, puis il est dopé. Je fais, bon, merde, quoi. Est-ce qu'on peut un peu élever le débat aussi et je dis pas ça contre les Belges, ou contre les Suisses, ou contre les francophones qui sont aussi comme ça. Mais élevons le débat. On s'est posé des questions sur Julien Alaphilippe, l'utilisation notamment des cétones et tout ce qu'il y a autour de la Quick-Step, des gens qui performaient chez Quick-Step et qui ne performent plus dès qu'ils la quittent, et vice-versa. On s'est posé des questions, on s'est posé des questions avec tout le monde. Enfin, c'est fatigant parce que ces débats, c'est toujours les mêmes, c'est stérile, c'est pas argumenté, Et ça arrive toujours c'est au pas même moment. prouvé, Et et quand les ça gens arrive sont toujours, frustrés et ça, du et ça spectacle arrive, qu'ils n'ont pas. et ça arrive toujours quand le coureur que tu ne veux pas avoir performé performe. Et là, Voilà. c'est là que les gens doivent faire un travail sur eux-mêmes, c'est que vous ne pouvez pas avoir des performances extraordinaires de vos coureurs préférés, ne rien dire, et mettre un tweet, demander aux gens qui passent à la télé, qui en parlent, etc., d'en parler, quand ce n'est pas votre coureur préféré qui gagne. Sinon, on ne pourra jamais s'en sortir. Et puis, vous voyez, il y a des arguments aussi qui sont bons ou qui poussent à se poser des questions. Encore une fois, dans l'émission qu'on avait faite, on l'avait dit, Paul l'a redit sur l'utilisation des cétones, notamment. Nous, si c'était à choisir, on préférait que personne n'en utilise, que tout le monde soit extrêmement parfait de ce point de vue-là. Ce serait un truc qu'on demande, mais par contre, il y a d'autres arguments. Vas-y, Polo, ouais. D'ailleurs, à ce sujet-là, je pense qu'il est très important de réguler ce cyclisme à deux vitesses entre ceux qui veulent aller jusqu'au bout du bout et ceux qui ne peuvent même pas prendre un anti-inflammatoire quand ils sont Clairement. ou pas de l'anti-inflammatoire, mais du paracétamol quand ils veulent se soigner parce qu'ils sont malades sur un grand tour. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et Jackie Durand en parlait et disait, bah ouais, moi je suis contre du coup le MPCC à cause de ça, parce que on met dans des cases, on est dans des extrêmes d'un côté ou de l'autre qui sont catastrophiques et qui donnent un peloton à deux vitesses. Et ce Tour de France, on a encore la preuve ultime que ce peloton est à deux vitesses. Et ça, c'est vraiment problématique. Et après, le dernier truc, c'est que, voilà, je disais, il y a des arguments qui sont bons, qu'on évoque, mais il y a des arguments complètement débiles. J'en parlais juste avant l'émission avec Robin. Je lisais, par exemple, il y en a qui arrivaient à mettre du soupçon sur Jonas Vingegaard en utilisant comme argument qu'il était danois et qu'il avait gagné à Hautacam, comme Ries, danois gagnant à Hautacam, et comme Rasmussen gagnant à Hautacam. Genre, même Rasmussen ça. a gagné à l'Obisque. Mais Même parce qu'il passait à l'Obisque. Même ça devient un argument de dire ah ben il gagne au même endroit. Non mais c'est complètement débile. Oui, mais je pense qu'on a. Ça n'a aucun sens. Enfin, voilà. tout à fait raison, Joseph. Passons, sinon on va jamais ça n'a aucun sens. Mais voilà, vous pourrez pas dire qu'on n'en a pas parlé. Après, si nos avis ne vous plaisent pas, ça c'est autre chose. Mais on par contre, respecte tout à fait les vôtres. Il y a Charles Interprète qui lui dit c'est pas ce que tu fais tout le temps avec Nadal. Nadal, ça a été acté. Au bout d'un moment, c'est pas moi. C'est lui qui le dit, qui se les fait les infiltrations, et c'est lui qui avait des poches de sang chez Fuentes. Au bout d'un C'était moment, pas prouvé pour les poches de sang. les poches de sang, quand Fuentes arrive au tribunal et qui dit il y a des tennisman très connus et des joueurs de meilleures équipes espagnoles. Ok, c'était peut-être pas lui, et peut-être que là, du coup, je diffame. Mais par contre, les infiltrations, pour le coup, je n'ai pas. Non, mais en gros, voilà, en gros, Paul, comme tu le dis, on peut balancer le discrédit sur tout et n'importe quoi, mais voilà, sans preuve, on va pas très loin, en fait. C'est ça. Donc nous, on veut bien parler de dopage pendant 120 ans, si ça peut vous faire plaisir. Mais derrière, nous, on préfère quand même parler vélo, c'est quand même un tout petit peu plus intéressant. Mais pour finir le débat, voilà. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, encore une fois, le vélo, et ça nous a marqué, la preuve, on en parle encore une fois pendant 15 minutes, alors qu'il y a énormément de choses à dire. Parce que ça nous casse les couilles d'entendre parler de ça, parce alors qu'on se que bagarre contre ça. sport le plus propre qui soit.
On se bagarre contre ça. On se bagarre contre ça, là où d'autres sports ne se bagarrent qui pas. se bat le plus là-dessus. Donc voilà, pour ce qui est de Vingegaard, Pogacar et Van Aert. On va passer désormais à la suite, les gars, parce qu'il y a eu il s'est quand même passé pas mal de trucs aujourd'hui en termes de classement général pour la place entre le 4e et le 15e. En fait, ça a bougé de partout. Geraint Thomas a eu à attaquer. Et moi, c'est ce que j'attendais. Je pensais que Geraint Thomas avait la possibilité, mais qu'il gérait. T'as vu ce Eh qui ben, s'est c'est pris la ou pas réalité. derrière? Mais au final, t'as vu ce qui s'est pris? Bah, il s'est rien pris. Bah, il Bah, est, si, il il est- s'est pris une il est à touche, la hein. rue. Il est à la rue. Il est Il termine sauvé par 4e Daniel. de l'étape. Il est sauvé par Daniel Felipe Martinez, Et à deux ben, doigts de comme se faire quoi, prendre son du temps équipe par pouvait le David Godu. sauver. Son Oui. équipe pouvait le sauver au Mais cas où. Joseph, Bah ouais. Bah ça ouais. explique, Joseph, je trouve que ça met en lumière exactement ce qu'on te dit depuis 2 jours. Et ben moi, je trouve que ça met en lumière exactement ce que je vous dis depuis 2 jours. C'est que Donc là, il y a un si Geraint problème. Thomas attaque, il va se prendre un retour de bâton qui peut le mettre de mal parce qu'au-delà de ça, il va perdre son rythme. Et Thomas même monte si au ça train, même si monte à ça l'a son pas mis mal rythme. aujourd'hui, ça lui a servi à rien, quoi. Ça lui a servi à pas grand-chose, mais ça aurait pu Il a être pire. testé, il a participé à Il la a course, testé il a quoi? essayé et il avait un matelas il y a 2 jours, et c'est il y a 2 jours où j'ai pété un plomb. Il pouvait potentiellement avec son équipe avoir. Déjà, il avait le matelas en chrono et avec son équipe, au cas où il prenait une toute petite, un tout petit écart, il y avait son équipe qui potentiellement pouvait l'aider. Et donc moi, c'est ça que je comprenais pas. Mais aujourd'hui, il a participé à la course, il m'a prouvé qu'il pouvait être un coureur offensif et tester au moins, essayer d'aller chercher quelque chose en plus. Et aujourd'hui, il finit 4e, les gars. Et en plus, il a largement de quoi terminer. Il a 3 minutes 5 d'avance sur David Godu. Ah oui, il est Donc large, là, ça oui, hein. il ne risquait pas grand-chose à essayer, à faire la course et à pas aller chercher sa Mais troisième moi, je place. crois qu'il l'a fait pour toi, hein. Il s'est dit, Mais moi, je suis sûr et certain. Et c'est pour ça. il s'est dit, j'en peux plus de Joseph, là, ça fait une semaine qu'il me demande Le mec, d'attaquer. Je vais lui mettre son attaque, il va me laisser tranquille. Non mais voilà, en tout cas, bravo à lui et au moins sa troisième place, bah moi comme ça, mais tout simplement, je le dis, je l'avoue, je suis content qu'il finisse troisième de cette manière, même si bien évidemment j'aurais préféré que ce soit David Godu, mais je ne suis pas totalement malheureux les gars, parce que David Godu passe devant Nairo Quintana. David Godu passe devant Nairo Quintana. David Godu à son niveau. Pour le coup, on se demandait si ses premières défaillances, qui n'en étaient pas d'ailleurs, mais ses premières fois où il a lâché un peu le groupe des favoris, c'était des coups de moins bien. Il était juste à son niveau. Pendant tout ce Tour de France, il a été à ce niveau-là. Derrière Vingegaard, derrière Pogacar, derrière aussi un peu Geraint Thomas. Par contre, ce qui a fait la différence, et ce qui a fait la différence avec notamment un Quintana et avec d'autres, c'est une équipe extraordinaire. Encore une fois, aujourd'hui, David Godu, pas à son aise dans Spandel, pas à son aise dans Otakam, du moins face au podium. Et ben David Godu a pu compter sur Valentin Madouas. Et quand Madouas s'est relevé, et ben Thibaut Pinot, qui n'a vu qu'il ne pouvait pas jouer l'étape, s'est relevé et lui a donné un relais de qualité qui lui fait revenir sur Geraint Thomas, parce que Geraint Thomas, certes, a son problème technique, mais ça fait 2 ou 3 kilomètres que Godu lui reprenait 20 secondes au kilomètre et qui revenait sur lui aussi, grâce justement à Madouas et à Pinot. David Godu, pour moi, derrière le trio, était au niveau des autres, mais là où il a fait la différence, que ce soit physiquement et aussi psychologiquement, c'est l'aide de ses coéquipiers qui, eux aussi, font un tour de très, très, très haut niveau. La Groupama FDJ fait un tour de très, très haut niveau. Ouais, Robin, Polo, j'ai juste mis le classement général pour voir du coup un peu où on en est après cette 18e étape et avant le contre-la-montre finale qui aura lieu, donc je le dis, après-demain. Ce contre-la-montre finale, on verra si certaines choses peuvent bouger, même si on voit que Jonas Vingegaard a une belle avance sur Tadej Pogacar, qui a une belle avance sur Geraint Thomas, qui a une belle avance sur David Godu, qui a une belle avance sur Nairo Quintana, parce qu'effectivement, désormais, il a 1,30, 2,30 même d'avance, 2,30, 2,30 sur Nairo Quintana. Donc, on va peut-être avoir un duel Mentis-Quintana. Robin, aujourd'hui, vraie belle opération pour David Godu, qui, quand on fera le bilan à la fin, parlons d'abord de l'étape du jour. Encore une fois, il fait une belle étape. Ouais, il avait la banane en passant la ligne d'arrivée, et ça se comprend. Il a mis la misère à Nairo Quintana et c'était son vous laisse le objectif faire. du jour. Il voulait, je pense qu'il il ne visait plus rien d'autre. David Godu dans ce Tour de France, c'était aller chercher ce top 5 et si possible la 4e place plutôt que la 5e. C'est son premier Tour de France en tant que leader. C'est la première fois qu'il joue un classement général de cette manière et il va aller faire 4e derrière 2 intouchables. Et honnêtement, Geraint Thomas était quand même un cran au-dessus de tout le reste. Donc il y a vraiment... il est allé chercher le mieux qu'il pouvait.
Et je pense que ça doit lui faire très plaisir d'être allé chercher cette 4e place aujourd'hui, qu'il va falloir confirmer sur le chrono, mais je pense qu'avec 2 minutes 30 d'avance, ça va aller. Il a fait aujourd'hui encore une super montée d'Otakam. Il a encore eu un grand Madouas. Polo parlait tout à l'heure de ses coéquipiers. Et il part encore une fois de derrière. Il est d'abord lâché. C'est un diesel. Clairement, on a eu la preuve sur ce Tour de France. Je pense que David Gaudu, il a besoin de se caler à son rythme dans les montées. Voilà, on n'avait pas encore vu à l'œuvre dans ce genre de configuration. Et aujourd'hui, c'est indéniable. Il a fait ça quasiment tous les jours. Et tous les jours où ça a marché pour lui, il a d'abord été lâché, puis il est revenu, il a récupéré les mecs un par un et fait la différence sur le haut des ascensions. À aucun moment, il y a une ascension où il a démarré fort dès le pied pour finir fort. Il a toujours démarré tranquillement. C'est une très bonne stratégie pour jouer les places d'honneur. Ça a fonctionné. Il va aller faire 4e. Il est solidement accroché à cette 4e place. Par contre, je pense que si tu veux viser un peu plus haut, ça va être quelque chose que peut-être il faudra essayer de faire évoluer. Parce que si tu veux jouer dans la cour des vainqueurs du tour ou aller jouer la gagne sur un Giro ou une Volta, j'ai du mal à imaginer une stratégie similaire mise en place. C'est ça. Moi, je voulais en venir là. La 4e place est un super résultat. La Coupe FDJ parlait d'un podium. Moi, je trouvais ça un peu présomptueux. Je disais, quand on faisait la preview, qu'un top 5, ce serait déjà un super résultat pour David Gaudu au vu du plateau sur ce Tour de France. Il va nous chercher une 4e place. C'est le meilleur des autres. Non, on va dire que c'est Geraint Thomas le meilleur des autres. Mais derrière Geraint Thomas, il était vraiment le meilleur. Comme l'a dit Robin sur sa manière de courir, il a fait avec ses armes et ses qualités et son équipe. En mode Pro Cycling Manager. Exactement, effort curseur à 82, 83 et aller chercher des très bons résultats. Paulo Herrera de retour. Et par contre, je te rejoins Robin, c'est que maintenant Gaudu, il a ce top 5, il a ce vrai classement de référence sur le Tour de France. Qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine? Déjà, est-ce qu'il va aller sur le Tour? Est-ce que un Giro qui, à mon avis, fera peut-être moins la part belle aux grimpeurs l'an prochain. En tout cas, ça ouvre le champ des possibles et potentiellement d'aller chercher des bons résultats sur d'autres grands tours. Polo. On pourra en parler à la fin. Bien sûr, mais comme l'a dit Robin, il va falloir, je pense, s'étoffer, non, c'est pas le mot, progresser physiquement, parce que tu ne peux pas te permettre d'être à réaction comme ça autant quand tu vises un podium sur un grand tour, je le pense vraiment. En tout cas, pour la victoire. Pour un podium, peut-être que tu peux le faire. Il est 4e, il est quand même assez loin. Moi, je pense qu'il faudra au moins changer de manière de courir s'il en est capable pour viser maintenant plus haut. Et maintenant, il a 25-26 ans, il va avoir 26, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Il va avoir 26, ouais. Son objectif maintenant, c'est de faire mieux. Et faire mieux, c'est faire un podium, voir une victoire sur un grand tour, voir comment il arrive à mettre les petits plats dans les grands pour ça. Mais maintenant, on n'attendra plus sur un top 5 l'année prochaine, David Gaudu. Ce n'est pas un top 5. Là, on l'attendra sur le podium, le Français, quel que soit le tour auquel il participe. Bon, par contre, déception du côté d'Arkea, Robin, avec Quintana qui a craqué aujourd'hui, quoi. Ouais, déception, je sais pas. Oui, sur la journée du jour, évidemment, mais je lisais dans l'équipe que les directeurs sportifs d'Arkea auraient signé les 2 mains pour avoir un Nairo Quintana à cette place en début de Tour de France. Ça va être chaud de garder la 5e place. C'est ça qui est dommage. Il va y avoir une vraie bagarre face à Luis Mentiès. Donc, s'il fait 5e, je pense qu'il sera très heureux. Parce que je pense pas qu'il avait l'ambition de dire, alors peut-être Quintana, personnellement peut-être, parce qu'on sait que les champions ont toujours tendance à penser qu'ils peuvent encore jouer des très très belles places, mais je pense que chez Arkea, on ne visait pas si haut. Et par contre, voilà, il va falloir sauver cette 5e place. Il va y avoir Mentiès dans le chat, vous parlez de Vlasov. Vous avez raison, je n'avais pas fait gaffe, mais il est aussi à 40 secondes de Quintana, donc ça va être très 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 compliqué. Et en fait, c'est possible qu'entre Otakam et le chrono de Rocamadour, Quintana passe de 4e à 7e. Ça ferait mal, mais c'est totalement possible. Et Bardet, aujourd'hui aussi, a mis une étape difficile. On sent peut-être que c'est cette 3e semaine. Voilà, on se posait la question avant le début du Tour de France. Est-ce que, oui ou non, cette prépa, différente des autres, je ne dis pas mauvaise, différente des autres, allait lui peser? On sent bien qu'il lui manque peut-être un petit truc, les gars. Ouais, la chaleur, il l'a dit. Il espérait peut-être un petit miracle à Lourdes. Bon, la blague a été faite 12 fois aujourd'hui, mais
Mais le problème, c'est que voilà, Romain Bardet paye aussi cette prépa un peu tronquée, ces années de podium et de top 10 sur les Tours de France. C'est pas le même Bardet qu'il y a maintenant 4-5 ans. Voilà, les conditions, elles n'étaient pas parfaites pour lui. Il fait avec les gens qu'il a. Et les gens qu'il a depuis maintenant une semaine et demie, ce n'est pas ces jambes des Alpes. Et il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut aussi avec les conditions de météo, je l'ai dit. Et je Il y trouve a eu un que. jour avec, un jour sans en permanence, j'ai l'impression. Mais même hier, c'était pas vraiment un jour avec. Il est sauvé par le fait d'anticiper, mais qu'est-ce que ça aurait été s'il ne l'avait pas fait? Par contre, comme on le disait ce matin, Robin, offensif et maximisation du potentiel. Romain Bardet est à sa place sur ce Tour de France. Peut-être que s'il avait un tempérament différent et peut-être moins attentiste, il aurait peut-être un peu glissé dans ce top 10, mais ce n'est pas le sien. Et voilà, il s'est battu avec César. Je ne dirais pas que c'est une déception, ça ne l'est pas. C'était à peu près là que moi je l'imaginais en début de tour. Voilà, mais écoute, le problème avec Romain Bardet, c'est qu'il nous a fait presque espérer un peu mieux sur cette étape du Granon. Il nous a fait un peu rêver, il nous a fait un peu espérer, et c'est peut-être plus ça qui nous fait un peu être triste aujourd'hui. Mais au final, quand tu regardes le classement général, tu te dis, finalement, oui, Bardet, il a sa place sur ce Tour de France. Il est derrière Vlasov, derrière Menkis, derrière Quintana, derrière Gaudu. Voilà, c'est sa place. Romain Bardet, c'est sa place. En enchaînant, les gars, il y a un autre homme. Vous êtes obligés d'en parler. Vous n'avez pas le choix parce qu'il fait encore une énorme étape. C'est Alexei Lutsenko, les gars. Sacré bonhomme. Sacré bonhomme. Quel grand tour de la part d'Astana. Il va l'avoir son top 10, hein, mais c'est le seul qui a marché chez Astana. Vraiment le seul. Ou alors j'ai un trou de mémoire, mais je pense pas. Non, franchement impressionnant. Ça va être sa meilleure perf sur un grand tour. Il le mérite parce qu'il fait 8e au Granon, 5e à Péragude, 6e à Otakam, en anticipant un petit peu ces derniers jours, mais franchement de manière intelligente. Et encore aujourd'hui, je suis même pas sûr. Est-ce qu'on considère qu'il anticipe? Ouais, un petit peu quand même. Il anticipe. Ah oui, il anticipe bien. Il est dans le groupe d'échappée. Ok, c'était un gros groupe, disons. Mais oui, il anticipe, ok. C'est impressionnant, c'est surtout qu'il était, bien loin au classement général. Je regarde, il était, après la planche de Belfi, il était au-delà du top 20. Donc, il a fait sa remontée petit à petit. Le jour du Granon, avant le jour du Granon, il est 17e. Le Granon le replace au port du top 10, enfin dans le top 10, et ensuite il se bagarre pour le garder. Franchement, un beau tour de sa part, et Sana peut le remercier. Malheureusement, tu vois, on en parle aujourd'hui, mais je pense que la seule fois où on va en parler, on aura oublié ensuite ce Tour de France d'Alexei Lutsenko. Et c'est bien le problème pour Astana. Lutsenko, c'est quand même un mec qui peut claquer des étapes. Il l'a déjà fait sur le Tour. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu qu'il joue complètement les étapes et pas le général? Il venait pour ça. C'est le problème, c'est que Lutsenko venait pour ça. Donc, il a couru en fonction. À voir aussi si tu marques pas plus de points de manière sûre avec une 7e place sur le Tour de France qu'avec une éventuelle victoire d'étape il fait 7e l'an dernier, pardon, j'avais oublié. Et qui on l'a vu, mine de rien, les victoires d'étape, elles sont quand même très cadenassées sur ce Tour. Tu as quand même très peu de marge de manœuvre, surtout avec une équipe Astana qui marche pas du feu de Dieu. Voilà, Joseph, on parle de Lutsenko, tu es content, il fait 2 très belles étapes en anticipant, en courant. C'est pas que je suis content, gros, je suis obligé. En courant malin. S'il était français, on en parlerait beaucoup plus, tu vois. Ouais, donc, en courant malin, oui, tout à fait. Mais au-delà de ça, il m'a pas, top 10 du tour. Il m'a pas fait soulever de mon canapé. Il a été malin. Tu vois, un Menkis, par exemple, m'a fait transmettre plus d'émotions sur ce Tour de France qu'un Lutsenko. Dans sa manière de courir. Voilà, c'est pas contre Lutsenko ni une ode à Luis Menkis, mais voilà, Lutsenko, je ne retiendrai pas son Tour de France et j'espère me souvenir qu'il a fait top 10 l'année prochaine, ce qui n'est pas gagné. Tu vois, Robin, il s'en souvient pas qu'il a fait top 10. Exactement. Exactement. C'est vraiment la preuve, hein, quand même. C'est la preuve vivante. Ouais, effectivement. Même si dans le chat, on a vite repris. Ouais, c'est clair. Bon, Adam Yates, par contre, on fera le bilan à la fin des Ineos qui est désormais 10e, qui va peut-être sortir du top 10, donc qui lui non plus ne fait pas une deuxième partie de Tour de France incroyable parce qu'il a explosé aujourd'hui, il fait 14e. Madouas fait 15, Bardet, du coup, comme on l'a dit, fait de son côté 17. Voilà, on en a terminé, les gars, pour l'étape du jour. Est-ce que il s'est passé aussi d'autres trucs pendant cette étape, mais on a bien parlé sur nos réseaux, etc. Sur Thibaut Pinot, important de parler de Thibaut Pinot qui fait, je trouve, une très belle étape.
entre un monstre sacré, peut-être l'homme le plus fort de ce Tour de France, même devant Jonas Vingegaard qui est Wout van Aert. On en pense ce qu'on veut, mais le fait est qu'il fait une étape extraordinaire aujourd'hui, et Daniel Felipe Martinez retrouvé. Thibaut Pinot fait une belle étape, et en plus il a réussi à bien aider David Gaudu dans Otakam. Donc voilà, je suis content pour lui, ça va lui faire plaisir, ça va lui redonner un peu de morale après hier. C'est bien de terminer sur cette note-là pour lui et pour la groupe AMFDJ dans son ensemble. Donc je suis content. Voilà, c'est dit. Effectivement. Merci Polo. Il y a aussi eu des trucs de ouf. Jack Bauer qui s'est mangé une voiture, la Deceuninck au début qui a roulé pour essayer d'augmenter les délais, notamment pour Jacobsen. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème. Donc je vérifie ça tout de suite d'ailleurs en direct. Non, tout va bien. Il y a eu un gros péto qui est arrivé à la fin avec Badjoli, Honoré, Sénéchal, Jacobsen, Cataneo, Lampart. Ils ont tous attendu Jacobsen. Ils sont arrivés avec 36-40 tous ensemble. Donc au moins c'était clair. Et Jérémy Lecros aussi est arrivé avec eux. Et on rappelle du coup que Chris Froome, Damiano Caruso et Herviti n'ont pas pris le départ de cette étape. Et notamment Froome avait le Covid, tout simplement. Voilà, petit point sur la Fantasy Discord, les amis, avec du coup pas de changement dans le podium. Léo toujours Il y a leader. du changement derrière. Pérou toujours troisième, vous aviez mis Geraint Thomas. Arthur toujours deuxième, tu avais mis Alexander Vlasov. Félicitations à vous trois. Effectivement, il y a du changement derrière. Lequel, Robin? Je te laisse l'honneur de l'annonce. J'ai gratté une place. Je suis passé de 10e à 9e. Rappelons qu'il y a plus de 500 joueurs au départ pour ceux qui nous suivent ce soir et qui ne sont pas habitués de l'émission. Crystal qui dit Robin trop fier de son top 9. Exactement. Alors bon, 9e ou 10e, je vous avoue, ça ne va pas changer grand-chose. Mais en fait, je me dis que j'ai un mini joker. Gratter une place, ça me fait un adversaire en plus que je peux me permettre de laisser passer devant sans perdre mon top 10. Donc voilà, j'espère que sur les 3 étapes qui restent, je vais réussir à conserver cette place. Et je pense que vous êtes encore allés 6, je dirais, peut-être 7. Qui se souvient du top 10 de Robin? Je dirais que sur la Un fantaisie. top 10 à la Lutsenko. Hein. Exactement, mais vous êtes encore 6-7 à C'est pouvoir jouer le vraiment podium. Donc allez-y, les gars. Peut-être que certains vont devoir prendre quelques risques, ceux qui sont 6, 7, 5e. À vous de voir si vous voulez essayer d'aller chercher un des maillots dédicacés qui sera offert au podium ou si vous voulez jouer sécure et être fier déjà d'une place dans les 10. Moi, je ne vais pas jouer le maillot, donc je vais essayer de garder mon top 10. Voilà. Bravo Robin, donc 9e avec 240 points, tu peux quand même passer 8e effectivement et à voir, on ne sait jamais. Il reste quand même 3 étapes. Il reste quand même 3 étapes, on sait pas. Ouais. Attention, ça il peut encore se passer des trucs, mais Léo, t'as l'air bien là, Léo est pas mal sur la première place. Léo, t'es pas mal, là t'es pas mal pour choisir ton petit cadeau. Et surtout qu'il pourra pas se caler sur les poursuivants quoi. Il est dans le chat, Léo, ou pas? Parce que s'il est dans le chat, j'aimerais bien savoir quel maillot il choisirait s'il finissait premier. Ça me titille toujours de savoir ça. De savoir ce qu'il préfère. On avance, les amis. Je rappelle qu'à partir de 20h15, on sera avec Bernard Hinault pour parler de l'étape du jour et de son histoire avec le Tour de France. On a plein de sujets à aborder avec lui. On va se régaler. On parle de l'étape de demain. Alors, pas des trucs incroyables à dire, les amis, étant donné que le classement du maillot vert, il est joué. Et Wout van Aert va gagner ce maillot vert. Il y a un sprint intermédiaire à Auch. On part de Castelnau-Manioc. Et on arrive à Cahors, donc on passe Haute-Pyrénées, Tarn et Garonne, Lot. En général, quand je commence à dire les départements, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. On passe deux côtes de 4e catégorie du côté donc vers la fin, plutôt la fin de l'étape, mais c'est pas non plus assez proche de l'arrivée peut-être pour avoir tu me le mets, Joseph? Ouais, lié. Tu l'as pas, Polo? C'est bloqué. Là, je suis encore sur le classement du jour. C'était encore sur le classement. Fais-nous de la radio, Joseph. Hein. Non, regarde ce qu'on va faire. Ça reste ton métier après tout. Là, tu l'as, Polo. Hop. Tu la mets autrement. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. C'est bloqué. Ok. Écoute, on va. Tu sais quoi, je vais. C'est une étape de plat, quoi, les gars. Donc, on voit qui gagnait un sprinter. Ouais, je pense un sprint quand même, mais va falloir voir qui a encore le courage de rouler, qui peut trouver de la main d'œuvre. Je pense qu'on aura les Alpecin pour Jasper Philipsen. Je pense qu'on aura les Bike Exchange parce qu'ils auront bien un sprinter en forme entre Michael Matthews et Dylan Groenewegen. Je pense que les Jumbo-Visma vont pas faire de dinguerie, à moins qu'ils se disent que bon, c'est bon, tout est joué et on va faire un petit cadeau à Wout van Aert pour toute son aide durant ce Tour de France et essayer de faire en sorte qu'il gagne une 3e étape.
Je dirais sprint, évidemment, c'est le plus probable, mais il va falloir voir si tout le monde n'est pas cramoisi. Ouais, moi je vois un sprint quand même. Euh, Elles n'existent plus, ces espèces d'échappées un peu fleuves. Là, il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux. Jacobsen, il s'est pas accroché quand un malade depuis 2 jours pour pas aller sprinter demain à Cahors. C'est vrai. Euh, Ewan, c'est pareil. Wout van Aert, il est glouton. Il a envie de tout rafler sur ce Tour de France. Tout le monde est cuit. Ça dépendra du groupe qui part, mais je ne serais pas surpris que demain, il y ait un groupe de coureurs qui partent et que derrière, ça fasse rideau et qu'on joue une étape au sprint. Après, bon, ce tour est tellement surprenant qu'on n'est pas à la merci de voir des baroudeurs aller au bout. On ne sait jamais. Mais il y a tellement d'enjeux maintenant que les sprinteurs, surtout sur ce Tour de France, où il n'y a pas eu 1000 possibilités pour que les sprinteurs ne se jouent pas à la victoire. Je fais surtout certains sprinteurs, tu vois, je pense à Ewan notamment, qui n'ont pas eu de victoire encore. Je pense qu'ils vont avoir la dalle. J'imagine pas d'échapper demain. Et après, si je me trompe, et ben, tant pis, je regarderai la fantaisie, voir qui a fait le bon coup, parce que tout pourrait changer si demain l'échappée arrive au bout. Donc voilà sur l'étape de demain, les amis. On peut passer à la rétro aujourd'hui, cette rétro qui est polémique un petit peu. On a parlé aujourd'hui de cette arrivée justement à Otakam qui avait déjà laissé des traces. Robin, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? On va parler d'un sombre épisode de l'histoire du Tour de France, malheureusement, de la victoire de l'équipe Saunier Duval à Otakam en 2008 avec Leonardo Piepoli, qu'on voit là en photo. Comme je vous disais tout à l'heure en tout début d'émission, alors que je suis passé en noir et blanc, magnifique Polo, merci. Il n'y a pas beaucoup de belles histoires à Otakam, il y en a quelques-unes, mais bon, si c'était pour prendre Nibali, c'était un peu trop récent, j'ai trouvé. Donc voilà, on est allé sur cette victoire de Piepoli en 2008, le 14 juillet. Pour remettre un peu dans le contexte, la veille, Ricardo Rico s'était imposé à Bagnères de Bigorre grâce à une attaque ahurissante dans le col d'Aspin que personne n'avait pu suivre. C'était sa deuxième victoire sur le Tour 2008 et surtout à l'arrivée, il s'était permis d'annoncer que le lendemain, ce sera pour son coéquipier Piepoli. Il avait dit à Otakam, je vais aider Piepoli à gagner, sûr de sa force, Ricardo Rico, sûr de la force de son équipe aussi. On commence déjà à avoir en vérité quelques soupçons sur l'équipe Saunier Duval après la démonstration de Rico dans l'Aspin. Mais là, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase puisque le lendemain, sur cette étape qui va jusqu'à Otakam avec le Tourmalet avant Otakam, c'est bien Piepoli qui gagne. Dans la dernière montée, Frank Schleck, le luxembourgeois, lance les hostilités et condamne d'ailleurs Andy Schleck, son frère, qui est victime d'une fringale. Mais rapidement, il reste seulement un trio, Frank Schleck justement, Leonardo Piepoli et Juan José Cobo. Finalement, dans les derniers kilomètres, ils lui font la misère, les deux Saunier Duval, un peu à la manière de Roglic et Vingegaard sur Pogacar. Ils attaquent à tour de rôle et Frank Schleck peut pas tout suivre. D'abord Piepoli qui part, Cobo qui le rejoint et ils vont filer comme ça jusqu'au sommet. Jean Mur, je ne sais pas si c'est vrai ce que tu dis, Saunier Duval, c'était une transfusion chaque matin. On va en parler, mais dis-moi si c'est vrai ou pas, parce que je sais que par exemple, les US Postal, c'était une transfusion c'était une transfusion par semaine, par exemple, pendant le Tour de France. Je crois pas que ça m'étonnerait quand même que ce soit tous les jours. Transfusion chaque matin, ça fait beaucoup. Normalement, non, ça se passait pas comme ça. Normalement, c'était quelques-unes dans le Tour. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, ce jour-là, du coup, c'est Piepoli qui est en photo, 36 ans, qui va gagner, Robin. Ouais, c'est ça. Il est en fin de carrière. Il gagne pour la première fois sur le Tour de France, après l'avoir déjà fait sur le Giro et la Vuelta. À l'arrivée, il est ravi d'avoir du coup cet accomplissement, d'avoir gagné sur les 3 grands tours. Il explique que le Tour de Cobo, qui est dans sa roue, qui termine deuxième, viendra, mais qui doit être patient. Cobo, il a 10 ans de moins. Pas grand-chose à revendiquer par rapport au leader qui est Piepoli. Les visages de cette équipe Saunier Duval, c'est clairement Piepoli et surtout Ricardo Rico. Mais Piepoli est quand même un peu gêné par les annonces de Rico de la veille. Il se rend compte que c'est peut-être un peu gros ce qui est en train de se passer. Et il dit à l'arrivée, vous savez, Rico annonce tout et n'importe quoi. Il fait gagner tout le monde, alors il a forcément raison à un moment donné. Il se trouve que là, c'est quand même un peu particulier. Il n'avait pas fait gagner tout le monde. Il avait dit, c'est Piepoli qui gagnera. Et du coup, on est quelques heures seulement avant la journée de repos. Et Saunier Duval a remporté toutes les étapes de montagne, pour faire clair. Superbès et Bagnères de Bigorre grâce à Rico, Otakam grâce à Piepoli. Mais c'est bientôt la fin de cette domination, puisque tout ce beau monde a pas mal abusé de l'EPO Serra, qu'on appelait aussi l'EPO 3e génération. Ouais. Ils pensaient tous en fait que c'était indétectable, mais c'était un peu planté. Donc il n'y a pas de fin de Tour de France pour cette équipe Saunier Duval. L'information sort rapidement. Et au matin de la 12e étape, une journée après la journée de repos, le monde entier est au courant que Rico, notamment, a été contrôlé positif. Donc toute l'équipe, en fait, veut quand même prendre le départ.
Mais il va y avoir une décision qui vient du sponsor, c'est ça? Ouais, c'est ça. Saunier Duval veut arrêter les frais. Saunier Duval, c'est un fabricant de chaudières, drôle de coïncidence quand même, qui décide d'arrêter son partenariat avec effet immédiat. Donc clairement, l'équipe était partie pour continuer ce Tour de France, sans Rico exclu. Mais d'un coup d'un seul, c'est tout le monde, c'est toute l'équipe qui quitte le Tour de France avec l'accord de l'organisation qui a aussi un petit peu envie de se délaisser de cette équipe un peu trop envahissante et un peu trop controversée. Piepoli, qui est déjà bien âgé, du coup, on l'a dit tout à l'heure, il ne courra plus jamais après ce Tour 2008. Rico, lui, il va aller de déboire en déboire avec des accidents même graves parce qu'il faisait un peu n'importe quoi. Il gardait du sang lui-même dans son frigo qui se réinjectait quelques semaines plus tard, mais c'était pas bien stérilisé, c'était pas médicalement propre. Donc il est quand même terminé dans un hôpital. Ricardo Rico, à l'article de la mort, à devoir expliquer à un médecin qui s'était fait une autotransfusion qui avait mal tourné. Donc voilà, Rico et Piepoli perdent leur victoire sur le Tour. Mais c'est cocasse puisque l'étape, excuse-moi pour le bruit, Joseph, l'étape d'Otakam revient quand même. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait te virer. L'étape d'Otakam revient quand même à Kobo en fait, qu'on a vu deuxième de cette étape, qui était de l'équipe Saunier Duval, qui a quitté lui aussi ce Tour de France et qui est donc toujours au palmarès parce que lui, il se trouve que sur ce Tour 2008, il n'a pas été contrôlé positif, même si on sait bien que toute l'équipe Saunier Duval avait les mêmes pratiques. Et ce même Kobo, il va donc rester au sein de l'équipe, qui devient l'année suivante Scott, puis Fuji Servetto, puisque Saunier Duval a quitté le navire. Il va ensuite faire une pige chez Caisse d'Épargne, avant de revenir en 2011 chez Geox, qui est toujours la suite en fait de cette équipe Saunier Duval, avec qui il va remporter la Vuelta à la surprise générale en 2011 face à Chris Froome. Une victoire qui lui sera retirée en 2017 à cause de données anormales dans son passeport biologique. Comme quoi Kobo n'était pas si différent de ses leaders Rico et Piepoli. Ses résultats entre 2009 et 2011 lui sont retirés en intégralité, mais il lui reste la victoire au sommet d'Otakam. Ouais, effectivement. Merci beaucoup, Robin. Alors que, regarde, sur le rendu Twitch, je me régale parce que Polo a mis ma tête pile sur Piepoli. Allô, Mauro, vas-y, dis-moi ce que je dois faire ce soir. Je prends quoi dans le réfrigérateur? Et avec... Ouais, regarde. Incroyable, frère. Mais en vrai, on rigole, mais que Mauro Gianetti puisse encore être dans le peloton, tu vois. Cette année, c'est marrant. L'année dernière, on parlait de Pogacar surdopé. Maintenant, on parle plus du tout de Pogacar parce qu'il gagne pas le Tour. Et le fait que Gianetti soit dans le peloton encore, c'est quand même assez, c'est chiant, c'est chiant. Quand même assez incroyable. Bien sûr. Mais tu sais, moi, ce qui me régale, des fois, parfois sur les routes, Polo, je vois des mecs avec les maillots de la Saunier Duval. Je me dis, c'est très fort. Parce que c'est quand même une équipe qui a marqué. Et il faut dire que ça avait de la gueule. Le maillot avait de la gueule. Mais ouais, il était beau. Franchement, le maillot, il est beau. Je sais pas, il est marquant. C'est vrai que quand je le regarde, là, il est pas si beau on s'en rappelle. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. C'est ça, on s'en rappelle. Donc voilà. Merci beaucoup, Robin, du coup, pour cette nouvelle rétro. On va continuer à parler histoire. Dans 10 minutes, on sera avec Bernard Hinault. Robin posera plein de questions à Bernard. On va parler de l'étape du jour et on va bien évidemment parler de son histoire avec le Tour de France. On va être ensemble pendant un bon petit moment. On va prendre du plaisir ensemble sur Roue Libre. C'est ça, Roue Libre, les discussions de l'actualité, les discussions de l'histoire. On parle de tout, on n'omet rien et on se régale à parler ensemble. On parle sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, les amis. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous ai fait un résumé de ce que sont les émissions de la First Team. Tiens, on va parler de cidre. Moi, j'ai bu du cidre hier. C'est marrant que Crystal Grey me dise ça. J'ai bu du cidre pour la première fois depuis, je pense, 2 ou 3 ans. C'est pas vrai. Du cidre brut. J'ai testé. Moi, j'aime bien le cidre. J'aime beaucoup le cidre. Mais j'ai testé la marque Sassy, c'est l'espèce de cidre un peu à la mode, petite start-up qui fait du cidre un peu à la mode. On est sponsor là, on prend de l'argent ou pas? Hein? On est sponsor, on prend des sous? Non, pas du tout. Mais je voulais un peu donner le contexte et j'ai bu du cidre. Voilà, bah écoute, tu as eu une belle cristal, tu as eu une belle inspiration puisque je n'avais pas bu de cidre depuis 2-3 ans et c'est pas trop mal. Moi, j'aime pas le cidre brut. Je sais pas, c'est bien sucré. C'est une anecdote cadeau que je vous offre en ce 21 juillet 2022. Et Roue Libre, c'est aussi ça. C'est de parler des éléments de la vie et de nos vies insignifiantes, mais dont on parle comme ça pour rigoler, pour partager tous ensemble. Normand, oh là là, apparemment, il y a une guerre entre le cidre normand ou breton. Ok, ben, je ne savais pas. Je ne savais pas, les amis. On vous laisse ça parce que nous... Parisiens que nous sommes, nous ne prendrons pas parti entre l'un ou l'autre. On sait vos qualités
Et un peu de vos défauts aussi. Une tranche de vie, exactement, mon Tom. Exactement. Ouais, un jour, on racontera nos week-ends. C'est comme ils font sur le récap, avec, sur le stream. Ils racontent leur week-end. Et ils passent 3/4 d'heure, 1 heure à parler de leur week-end les Qui uns fait et ça? les autres. Je trouve ça incroyable. Sur le récap sur le stream. Ah, Ah ouais? Putain. Ouais, Après, j'espère qu'ils ont des vies plus intéressantes que la mienne. Hein. Parce que on va dire moi, que ça dépend lesquels. ouais, voilà, c'est ça. Ok. Non, mais ça se défend, ça se défend. Les amis, Polo, tu es mené 16 à 8. 18-10. Ouais, Ah, j'avais 10 points, moi. J'avais 10 points. Pour moi, il y avait 12-10. Mais si tu dis 18-10, Robin, je suis. Ouais, 18 18-10. à 10. Toff, il fait les comptes et Ouais, et il rigole Ouais, pas. Toff. Toff, c'est vraiment toi, mon gars. C'est vraiment mon backup sûr. Parce que moi, je suis vraiment une quiche en ce qui concerne. Je crois qu'il n'y a pas une seule fois où j'ai dit un score et que c'était le bon. Non, Mais bon. je pense pas. C'est catastrophique. Ouais, effectivement. Là, j'avoue que c'est pas dingue. Les amis, qui suis-je pour démarrer 3 qui suis-je? J'espère que vous êtes chauds. Qui suis-je, les amis? Je suis actuellement âgé de 28 ans. Je suis sur le Tour de France. Je suis passé par la team Joker. Ah, ça vous avance à rien du tout, ça, les amis. Eh bien oui, je suis passé par la team Joker. Et puis, après la team Joker... Patrick Conrad, non? Non. Je me suis dit, tu avais peut-être pensé à lui. Sven Bistrom. T'as dit quoi? Sven Bistrom. C'est pas Bistrom. Après la team Joker, je suis allé en 2016 chez la team Lotto Jumbo. En 2021, j'ai changé d'équipe. Je participe actuellement au Tour de France dans une autre équipe que la Jumbo. J'ai participé à 5 grands tours, 5 Tours de France. Je n'ai pas fini le Tour de France l'an dernier. J'ai gagné 2 courses dans ma vie, 2 courses professionnelles. Le ZLM Tour, la 3e étape, et l'étape en ligne. C'est en anglais, donc je dois traduire dans ma tête. Le National Championship Norway. Norway, la Norvège, bien évidemment. C'est un Norvégien? Lars Peter Nordog. Oui, c'est un Norvégien, mais c'est pas Lars Peter Nordog. Merde. Je suis actuellement dans une équipe avec un sprinter, Comment il s'appelle? avec un gros sprinter, avec des énormes cuisses, qui a gagné sur ce Tour de France. Tobias Foss. Non, et qui avait gagné notamment sur les Champs-Élysées. Juliensen? Non, il est danois. C'est un mec de Bike Exchange, quoi. Exactement, c'est un mec de Bike Exchange. Ah, mais si, J'ai je terminé l'ai aussi. deuxième des 4 jours de Dunkerque. C'est comme Jules Jensen, c'est un truc dans le même délire. Putain, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il y a un des 3 mots que tu as prononcé, Polo, dans son nom. Putain, je l'ai. Allez, je vais vous dire, vous l'avez tous les deux sur le Putain. bout de la langue. Je vais vous donner les initiales de cet homme-là. Putain, mais c'est pas Janssen. possible, il va me niquer. C'est bon, c'est le J. Par contre, avant, il y a 2 mots, 2 prénoms, 2 noms. Ah, c'est Janssen son nom? Ouais. Ah bah c'est Hamoud Janssen. Oui, Polo. Ah, putain. Putain, j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur que tu me niques, Robin. Oh là là, il n'arrivait pas à sortir. Et bravo dans le chat, effectivement, il y en avait pas mal de vous qui l'avaient. Ils ont dû nous insulter. Ils ont dû nous insulter dans le chat tellement. Il y avait Toff Matoff qui l'avait en premier, du coup. Bien joué. Bravo à toi, Toff, qui avait trouvé cela. On continue avec un coureur là aussi qui participe au Tour de France et qui a été visible, qui a attaqué 2 fois, si je ne me trompe pas, sur le Tour de France. En tout cas, qui s'est montré à l'avant. Ce n'est pas Nils Sekov. J'ai terminé 2 fois 7e d'étape sur ce Tour de France. Aujourd'hui, je suis 58e du classement général. Dans ma carrière, j'ai 26 ans, donc elle a commencé en 2015 chez l'Armée de Terre. J'ai fait 3 ans à l'Armée de Terre avant en 2018. Benjamin Thomas. Robin. Yes. Putain, ouais, c'est Robin. Bravo. Putain. Vous aviez l'Armée de Terre tous les deux pour Benjamin? Ouais. Ah bah, Armée de Terre et place d'honneur. Exactement, bravo. comme Polo. Bravo. On a le même cerveau. Et le mien, il fonctionne mieux. Il fonctionne bien mieux, ouais, visiblement, vu la score au quiz. Ça s'est vu sur les équipes la dernière fois, notamment. Ouais. Donc ça fait 1 partout, les amis. Je fais une allergie. C'est pas grave, vas-y. Bizarrement, il a Un passé les partout. notes aujourd'hui, Robin. Et il est 20h12, hein, donc on va pas tarder non plus à
à avoir Bernard Hinault. Ce qu'on fera en gros après cette question-là, c'est que Robin va se muter, va appeler Bernard et Et on puis fera Paul contre le chat. on fera Paul contre le chat exactement sur 2-3 qui Excellent. suis-je et Robin nous dira. On n'a qu'à si dire que là, c'est- cette question-là, c'est la question qui fait gagner. Ça te va, Joseph? Allez, Ouais, ça me va très bien. Et après, on joue avec le chat. Qui suis-je, les amis? J'ai gagné 17 étapes dans ma carrière. Je suis un coureur qui a déjà été victorieux sur un grand tour. J'ai Il y a 17 courses ou 17 ouais, 17 étapes? courses, ouais, j'imagine. 17 étapes en carrière et 17 j'ai aussi 17 victoires, gagné sur grand tour. Oui, mais c'est des étapes de quoi? 17 victoires, en fait. C'est des victoires, 17 c'est pas victoires. des étapes. 17 victoires. Voilà, ok. Ah oui, merci. Bon, quand les deux ne comprennent pas, j'avoue que je dois m'en remettre en question. J'ai gagné, par exemple, sur le Tour de France. J'ai gagné 2 étapes sur le Tour de France. Luis Leon Sanchez. J'ai gagné même 4 étapes sur le Tour de France. Je n'avais pas vu. C'est Alexander- pas Luis Leon Alexander Sanchez. Kristoff. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un coureur qui n'est pas actuellement sur le Tour de France. J'ai pris ma retraite il y a un bon moment. Je l'ai pris en 2000, ma retraite. Ah oui. Oui, c'est pas Luis Leon Sanchez. Effectivement. En 93, j'ai terminé 5e du Tour Le de Club Blanc. France. Non. En Abdou Jafarov. 95, j'ai fait podium du Tour de France. Ugrumov. Non. Romy Guerre. Non. En 2000, j'étais chez la Team Télécom. Sevilla. Non. Olano. Je suis passé chez Jewis Balan, Castorama, Super U, Toshiba. Zoule. Ce n'est pas Zulu. Putain. Je suis un coureur européen, 3e en 95, t'as dit. nord-européen. Oui, 3e en 95, tout à fait. Tout à fait. 3e en 95. Rhys. Bjarne-Riis, exactement. Ah, Je rentre. Qui avait terminé 3e Au à taquin. plus de 6 minutes, effectivement, de Zulu et d'Indurain. Bon, excusez-moi, effectivement, et gagnant en grand tour, mais bon. Non, il a Si encore. tu n'as pas voulu nous le donner. Son Tour de France. Il a encore son Tour de France. Ouais, il l'a encore. Il a On été- lui a retiré puis redonné. Ah ouais, voilà. Il y avait Parce qu'il prescription. dit, quand il a dit pardon, qu'il les était gars. Ah oui, prescription. Voilà, c'est quand même incroyable. Bernard Hinault m'appelle, Robin. Donc, ce que je te propose, c'est de l'appeler de ton côté. Et Ok, d'être mais sûr explique-lui, non que tout fonctionne. Ouais. Exactement. C'est exactement ce que je vais faire. Polo, est-ce que tu peux me muter? Tout à fait, Joseph, c'est fait. Et du coup, c'est Jeff, il devait faire le quiz. Donc... On s'est fait avoir. Vas-y, moi je t'en fais un si tu veux. Attends, vas-y, tu me fais un quiz. Vas-y, Robin me fait un quiz contre le chat. Soyez prêts. Alors, je charge la page. Ok, donc je suis un coureur actuellement sur le Tour de France. Ouais. J'ai 25 ans. Ma meilleure place sur une étape sur ce tour, c'est 5e. Je suis un coureur qui a connu 3 équipes dans ma carrière, passé professionnel en 2017 chez Mitchelton Scott. J'ai ensuite passé une seule année chez Mitchelton Scott. Ensuite, je suis allé dans une autre équipe étrangère et j'ai changé d'équipe pour la saison 2022. Donc, j'ai passé au total 4 années dans une autre équipe avant de signer dans une nouvelle équipe française en 2022 et je suis sur le tour actuellement pour une équipe française. J'ai fait 5e d'une étape au mieux sur ce Tour de France dans un rôle de coéquipier. Je vérifie qu'il n'est pas encore sorti, mais il n'est pas sorti. 5e d'une étape et sorti polo. C'était nickel. Félicitations. Félicitations, c'est parfait Ouais, parce ça que va. du coup, Les mecs out. on m'entend ou pas, les gars? Moi, j'avais pas du tout Oui, on écouté t'entend, le début. Joseph. Tu peux appeler Bernard Hinault. Je l'appelle tout de suite. Donc, tu Je- peux te muter. Je me mute et je l'appelle. Vas-y, Génial. Robin, mute-toi de ton côté et Joseph, fais-moi un quiz contre le chat. Allez, c'est parti. Petit quiz contre le chat pour le polo. Alors, qui est-ce que je vais choisir pendant que Robin appelle Bernard, qui était parfaitement à l'heure, à 20h15. C'est magnifique. Polo, ça, c'est un coureur que je sens que tu peux l'avoir. Je suis retraité depuis 2013. Je suis un coureur européen qui a fait de très belles performances sur le Tour Je t'entends plus, Joseph. de France, 98 et 2013. Ah, c'est Je suis bon, un ça coureur. Comment? C'est bon. Alors, je suis revenu. un coureur. Ok. Bah, ça a été trouvé dans le chat. Très chaud, putain, québécois, bondissant. Claude. Ah, bravo. Incroyable, gros. Ça allait vite.